Si. Donc après cette belle présentation de Christophe, je vais vous parler de la solution de virtualisation pour le cloud d'entreprise de Nutanix, qui n'est autre que AHV. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est bien la première fois que vous me voyez sans un t-shirt Run AHV, je crois. Qu'est-ce que AHV? AHV, en fait, c'est ce qui va se positionner au-dessus de la plateforme Acropolis, qui a réussi à distribuer l'ensemble des services d'infrastructure de votre data center pour pouvoir délivrer, en fait, le plus simplement possible de la virtualisation. Pourquoi? Parce qu'on a fait un constat simple. À l'ère du multi-cloud, à l'ère du multi-hyperviseur, est-ce que justement le débat se situe sur l'hyperviseur? Pour peu qu'on ait les fonctionnalités dont on a besoin pour avoir le niveau et la qualité de service suffisante pour notre système d'information, est-ce qu'il y a vraiment un sujet sur l'hyperviseur? Nous, on pense qu'on peut vous apporter une alternative. AHV, en quelques mots, les piliers d'AHV, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout, encore une fois, la simplicité. Cette simplicité one-click qu'on a su vous apporter sur la plateforme Acropolis initialement. Vous l'avez vu depuis ce matin, les différentes démos qu'a pu faire James. Créer une VM en quelques clics, c'est extrêmement simple. Et on veut que vous conserviez cette expérience avec AHV au niveau de votre plateforme de cloud d'entreprise Nutanix. La simplicité, mais c'est aussi la performance. La performance, quand on prend en compte aujourd'hui l'augmentation des débits, 40, 100 gigas, l'arrivée de nouveaux médias comme le NVMe ou le 3D X-Point, eh ben on a mis en place des fonctionnalités comme AHV Turbo. AHV Turbo, ça va être la capacité à paralléliser plus d'opérations pour en fait, tirer bénéfice de toutes ces nouvelles plateformes matérielles. La sécurité, c'est aussi un sujet qu'on a abordé ce matin au travers des STIG, les Security Technical Implementation Guide. C'est vraiment dans le corps de Nutanix de vous fournir en fait la meilleure qualité de service qui soit en termes de sécurisation de vos plateformes pour vos workloads mission critical. Et enfin, c'est souvent un argument qui est soulevé par nos commerciaux, pas de coût additionnel. Mais avant cet intérêt strictement financier, l'esprit d'AHV, c'est avant tout un fort niveau d'intégration. Vous fournir une plateforme la plus complète possible, qui soit une alternative aux hyperviseurs que vous utilisez déjà aujourd'hui. En quoi AHV est un hyperviseur d'entreprise? Qu'est-ce qu'on a fait finalement avec AHV? On a rendu KVM sexy. KVM, c'est un hyperviseur robuste, mais ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est une complexité de maintien en conditions opérationnelles. Qu'est-ce qu'on a donc offert à KVM au travers d'AHV? Déjà, une interface d'administration. Vous allez pouvoir gérer vos machines virtuelles au sein de votre interface d'administration Prism de façon très simple, en HTML5, ou comme d'habitude, comme a pu le montrer Christophe, en REST API. Quelle autre fonctionnalité vous allez avoir besoin aujourd'hui pour votre plateforme de virtualisation? Du achat, on va vous l'intégrer. De l'équilibrage de charges, comme avec DRS par exemple. Des possibilités d'affinité ou d'anti-affinité. Encore une fois, la perspective, c'est de prendre cette partie immergée de l'iceberg et de vous rendre les choses toujours plus simples et toujours plus invisibles pour faire tourner vos charges de travail. Le succès d'AHV, comment il se formalise? Il se formalise d'abord par la confiance de nos clients. Aujourd'hui, sur la dernière année, 40% des appliances installées le sont avec Acropolis Hypervisor. 70% des nœuds du gouvernement des États-Unis, donc c'est quand même un usage relativement massif, tournent aujourd'hui sur AHV, ce qui nous donne un total de 2300 clients qui ont su nous faire confiance sur le choix de leur hyperviseur avec AHV. Naturellement, on essaie de vous fournir une expérience la plus simple et la plus tranquille possible. Donc ça ne va pas passer uniquement par des services de virtualisation pour faire tourner vos VM. Ça va aussi passer par de la sécurisation. James en avait fait une démonstration ce matin. Flow, qu'est-ce que c'est? Flow, ça va être la capacité à adresser la problématique de la micro-segmentation sur votre plateforme de façon complètement intégrée et invisible. Donc de la segmentation applicative, vous pouvez commencer à imaginer des pods applicatifs que vous allez pouvoir séparer de façon très simple et transparente. De l'isolation, ce qui va être très utile notamment dans des cas d'usage VDI, on va pouvoir en quelques clics faire en sorte qu'une machine présente dans un pod VDI ne discute plus entre elles.
ce qui va vous aider naturellement à rester en toute conformité. On a aussi des partenariats avec des éditeurs comme Juniper ou Palo Alto qui vont vous permettre de pouvoir faire de l'inspection de flux avec du service chaining. Donc vous allez pouvoir directement utiliser des solutions tierces pour faire de l'inspection de flux avec une interconnexion avec Flow. Les services additionnels qu'on pourra avoir, Carbone, Christophe vient d'en discuter, il vous en a fait la démonstration, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, le conteneur, c'est très certainement la VM de demain et c'est quelque chose qu'on souhaitait adresser de façon complètement intégrée et transparente au sein de la plateforme au travers de Carbone. Bien entendu, vous avez des infrastructures existantes. Vous avez déjà des workloads qui peuvent tourner sur AWS, sur de l'ESX ou sur Hyper-V. On vous fournit chez Nutanix une solution pour pouvoir migrer simplement vers une plateforme AHV. Cette solution, c'est Move, dans sa version 3.0, qui va vous permettre en fait, de migrer vos workloads vers une plateforme Nutanix en AHV, très simplement et de façon automatisée. On va en fait complètement automatiser le déport de vos machines, au-delà de la partie stockage, en faisant en sorte de réduire au maximum l'indisponibilité de vos VM pendant ces opérations, donc de façon complètement automatique. Une des questions que vous nous posez le plus souvent quand on commence à vous parler d'AHV, comment est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder cette solution? Car la sauvegarde, c'est ce qu'il y a aujourd'hui quasiment plus important sur vos infrastructures, au-delà du maintien en conditions opérationnelles nominales. Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a la reconnaissance de l'écosystème de sauvegarde historique. Et aujourd'hui, vous allez très clairement pouvoir imbriquer correctement une pile AHV au sein de votre infrastructure grâce à des acteurs que vous connaissez certainement déjà. Mais au-delà du backup, je vais essayer de mettre en valeur maintenant notre écosystème. Parce qu'aujourd'hui, vos infrastructures, elles sont certainement composées de stacks Microsoft. Nous bénéficions de tous les niveaux de certification, par exemple pour la stack entreprise de Microsoft, que ce soit de l'Exchange, du SharePoint ou encore des bases de données Mission Critical de type SQL. S'agissant de Citrix, nous allons avoir tous les connecteurs pour pouvoir gérer de façon complètement transparente toutes les méthodes de provisionnement de Citrix, que ce soit MCS ou PVS. Et une référence dont on n'est pas peu fier, Hugues vous en a parlé ce matin, une des charges de travail les plus exigeantes qui soit aujourd'hui, SAP, notamment SAP HANA. La plateforme Nutanix a été une des premières plateformes certifiées par SAP pour SAP HANA avec l'hyperviseur AHV. Une fonctionnalité que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui, dont je vais vous faire la démonstration, c'est LEAP. LEAP, qu'est-ce que c'est? C'est l'orchestration du plan de reprise sur activité. On a parlé tout à l'heure, avec l'augmentation des débits, il devient de plus en plus simple aujourd'hui d'interconnecter deux sites. Donc on va imaginer notre premier data center, notre data center nominal, un petit data center de backup, un peu plus petit, mais qui va bien nous dépanner en cas d'incident majeur. Et comment va se positionner LEAP? Il va vous permettre d'orchestrer au travers d'un runbook. Un runbook, ça va vous permettre d'automatiser complètement en fait, votre plan de reprise sur activité et qui va vous permettre de migrer vos charges de travail, de pouvoir redémarrer votre data center principal en cas d'incident majeur. Les points clés de LEAP. Toujours un très fort niveau d'intégration. On veut vous rendre la tâche la plus simple possible. Donc on est sur des schémas de réplication basés sur la plateforme Nutanix, complètement intégrés. Le continuous testing. Un des gros points noirs aujourd'hui des plans de reprise sur activité, c'est leur complexité. Ils sont complexes à mettre en œuvre, complexes à maintenir en conditions opérationnelles, et généralement, ils ne sont malheureusement pas testés. On a prévu ce cas de figure au sein de LEAP, et on va pouvoir vérifier de façon très simple et très pragmatique la possibilité de mettre en place notre plan de reprise sur activité dans le respect de nos qualités de service, de nos SLA. Le failover et le failback sont naturellement pleinement intégrés. Encore une fois, on veut vous faciliter la tâche, pas la rendre plus compliquée. Donc en quelques clics, vous allez pouvoir passer d'un site à l'autre, quel que soit le cas de figure. Le modèle de LEAP, on va introduire des notions de zone de disponibilité, que vous connaissez certainement déjà sur des clouds publics par exemple. Elles vont donc représenter
un data center qui va représenter une zone de disponibilité, donc voilà une capacité à héberger des charges de travail et une capacité à recevoir des charges de travail en cas d'incident sur une autre zone de disponibilité. Les protection rules. Les protection rules vont être en fait alignés sur la qualité de service qui vous est imposée par votre direction ou par vos métiers. Ce sont donc des règles que vous allez pouvoir appliquer à vos VM ou à des groupes de VM par exemple. Et enfin, la dernière notion c'est le recovery plan. Le recovery plan, c'est ce qui va réellement orchestrer et vous rendre facile le plan de reprise sur activité. On va pouvoir donner un ordre précis de redémarrage, gérer vos plans d'adressage et exécuter des scripts pour vos applications les plus exigeantes. L'architecture de cette démo, donc 2 data centers, la zone de disponibilité 16 à gauche, la zone de disponibilité 23 à droite. Sur chacune de ces zones de disponibilité, un cluster Nutanix. Et on a pris l'exemple en fait, d'un pod applicatif avec une base de données Oracle Linux et 2 frontons web sous Windows. Donc, on va naturellement créer nos 2 zones de disponibilité. On va mettre en place notre qualité de service qui correspond à nos SLA, une qualité de type Gold pour notre base de données qui va requérir un RPO et un RTO plus faible, et une qualité de service de type Silver pour nos frontaux web qui sont, somme toute, assez peu importants eu égard à notre base de données. On va rattacher nos VM à ces qualités de service, et ensuite on va complètement orchestrer au travers de notre recovery plan le failover sur la zone de disponibilité 23. Avec un redémarrage dans un ordre précis, naturellement, ça va être notre VM Linux qui va démarrer avant nos frontaux. Donc voilà cette démo-là. Donc là, on est connecté sur notre cluster 16, donc sur notre zone de disponibilité 16, notre interface Prism. Leap n'est pas encore activé sur ce cluster. On voit qu'on pourra avoir 2 petits wizards pour activer Leap. On va tout de suite passer par le menu IDOAN au niveau de Prism central. Donc activer Leap, ce n'est pas installer des VM ou des services, c'est juste cliquer sur ce bouton. On va activer Leap. Ça va nous consommer un peu de mémoire, 4 Go. Et on va directement passer au paramétrage de nos zones de disponibilité. On va se connecter en fait à notre cluster distant, notre zone de disponibilité distante. On va rentrer tout simplement l'adresse IP du cluster Nutanix distant, identifiant mot de passe. Et vous voyez, on a Connectivity Status Reachable, donc c'est joignable, nos clusters sont interconnectés, on a 2 zones de disponibilité différentes. On va ensuite attribuer en fait les classes de service à nos VM. On va donc tout simplement aller dans le menu VM. On prend nos VM Windows et on va leur mettre une SLA. On en a parlé tout à l'heure, on veut une classe de service différente entre nos frontaux web et notre base de données. Donc là, on applique une politique Silver à nos VM Windows. On fait de même sur notre machine Oracle Linux, donc notre base de données. Là, on est sur du Mission Critical. On va appliquer une classe de service de type Gold. On va tout simplement faire save. Jusque-là, on a juste attribué des classes de service à nos VM. On n'a pas encore de services de réplication ou de protection qui sont appliqués, tout simplement parce qu'on voit le protection status de nos VM unprotected. On va appliquer nos protection policy maintenant. Comment est-ce qu'on va protéger nos VM? Notre première protection policy, Gold. Donc, notre target, où est-ce qu'on va redémarrer cette instance en cas d'incident? Combien de points de recover on veut mettre en place et quel SLA on met en place? Gold, naturellement. On va faire la même chose. Recréer une protection policy de type Silver pour nos frontaux web, ce qui va nous permettre d'orchestrer dans un ordre très précis et selon la qualité de service qui a été prédéfinie, le redémarrage de nos instances sur notre 2e data center, sur notre 2e zone de disponibilité. On va mettre en place notre recover plan. Notre recovery plan, c'est ce qui va nous permettre de faire la liaison entre tout ce qu'on a mis en place depuis tout à l'heure. Donc on choisit
notre data center. On va mettre en place un nom pour notre plan, on va tout simplement l'appeler PRA, et on va commencer à ajouter les différentes catégories. C'est ce qui va vous permettre d'orchestrer un plan de reprise d'activité un peu plus massif. Là, encore une fois, on est uniquement sur un groupe avec 1 et 2 VM respectivement, mais on peut tout à fait imaginer scaler à plus d'une centaine de VM, naturellement. On a mis en place tout ça, et j'en ai parlé tout à l'heure, je veux un délai dans le redémarrage. Je veux que mes frontaux redémarrent après, donc je vais tout simplement rajouter un petit délai d'une trentaine de secondes. La gestion de mes plans d'adressage, si j'ai besoin de tester, de qualifier le redémarrage de mes instances sur ma nouvelle zone de disponibilité, je vais pouvoir faire du mapping de réseau pour pouvoir redémarrer mes VM sur un réseau autre que celui de production pour éviter d'avoir naturellement des petits incidents de type split brain ou duplicate MAC adresse par exemple. Donc là, on va redémarrer donc sur un réseau secondaire qui a été prédéfini avec des subnets que vous pourrez naturellement modifier selon les spécificités de vos data centers et vos configurations réseau naturellement. On va faire le bon vieux test que vous avez toujours vu sur des mécaniques de réplication. On va se connecter sur notre machine Windows et on va vous modifier un petit fichier pour pouvoir constater que quand on passe de l'autre côté, il est bel et bien là. Donc, une machine Windows. On va se connecter en console. Comme vous pouvez le constater, One Click Console, ça marche très bien sur une plateforme Nutanix, full HTML5. On va créer notre petit fichier texte. Mon PRA. Voilà, là on a fait nos configurations, notre recovery plan, il est prêt, on va se connecter, on imagine qu'on vient de perdre l'ASI 16, donc la zone de disponibilité 16, on se connecte directement sur notre cluster sur la zone de disponibilité 23. Vous constatez que les configurations sont OK de l'autre côté, elles ont naturellement été répliquées. On voit aussi que nos protection policy Gold et Silver, elles sont bel et bien présentes. Et quand on va dans nos catégories, on se rend compte qu'en face de Gold et Silver, nous n'avons pas d'instance. C'est normal, nous n'avons pas encore enclenché notre plan de reprise sur activité, nous n'avons pas encore eu de problème. Sauf que là, on vient de constater effectivement qu'on vient de perdre la zone de disponibilité 16. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour pouvoir redémarrer nos VM? Tout simplement avec ce menu, on peut le valider, le tester, mais là, on va tout de suite cliquer sur Failover, c'est-à-dire qu'on va vraiment déclencher en fait la restauration de nos VM, parce que le niveau de granularité qui est le nôtre aujourd'hui, c'est celui de la VM. On va redémarrer nos VM dans l'ordre qu'on a prédéfini naturellement. Donc vous voyez, je vais l'exécuter. On ne tient pas compte des warnings, parce que de toute façon, on a complètement perdu notre zone de disponibilité 16. Vous avez naturellement, pendant toutes ces opérations, une vue sur vos events et les différentes tasks. Vous voyez, votre recovery plan, il est validé. Là, on va commencer bientôt à migrer votre machine Oracle Linux. Ça y est, c'est fait, sauf qu'on avait mis ce petit laps de temps intermédiaire, c'est 30 secondes. Nos machines Windows, elles sont migrées, mais on va attendre 30 secondes avant de les redémarrer parce que pour que notre application puisse fonctionner correctement, il faut impérativement attendre ce laps de temps. Je suis sûr que vous avez tous une application comme ça qui traîne. Je vois des sourires. Voilà, notre failover, il est terminé et on va tout simplement valider. Voilà, on va se reconnecter en console sur notre VM Windows pour aller valider que notre petit fichier texte, il est bel et bien là. On se reconnecte. Le fichier mon PRA est là. Donc là, voilà, en moins de 10 minutes, on a réussi à créer un PRA en quelques clics avec une expérience utilisateur qui reste unique. Et pour vous le prouver, voilà, c'est une machine qui est connectée au réseau. De la même façon, Christophe, je vous invite à Anaheim début mai. Voilà. Merci.